Et si la véritable menace ne ressemblait en rien aux clichés hollywoodiens, mais se cachait derrière des façades respectables, tissant une toile invisible sur notre continent. Oubliez les scènes dramatiques de films, les costumes rayés et les voitures blindées et d'autres voitures blindées. La mafia moderne ne crie pas sa puissance. Elle la murmure dans les couloirs du pouvoir et l'exerce depuis des bureaux feutrés. La réalité de la mafia transcende les stéréotypes du parrain, des personnages distingués en costumes impeccables et des règlements de compte spectaculaires dans les restaurants qui ne sont finalement qu'un écran de fumée. La véritable organisation criminelle ne se pare pas de tenues ostentatoires. Elle arbore des complets d'hommes d'affaires. Elle ne claironne pas sa présence mais chuchote dans les cabinets ministériels. Loin de poser devant une Maserati, elle possède des ports entiers. Imaginez une entité corporative où les actions seraient remplacées par des liens de sang indéfectibles, les bilans financiers par des informations de renseignement et les profits par le contrôle d'un continent entier. Cette corporation existe depuis un siècle et demi et son quartier général est dissimulé dans les montagnes du sud de l'Italie, au sein d'un village où chaque habitant a sa propre statue de la Vierge. Le nom de cette corporation est la 'Ndrangheta. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, cela signifie qu'elle accomplit son travail avec une efficacité redoutable. Duisbourg, une paisible ville industrielle de l'Allemagne de l'Ouest que les guides touristiques qualifient délicatement de ennuyeuse, est soudainement devenue l'épicentre d'un scandale international impliquant deux puissances européennes. C'était dans la nuit du 14 au 15 août 2007. 6 jeunes hommes italiens sortaient du restaurant d'Abruno où ils célébraient un anniversaire. Le plus jeune avait 16 ans, le plus âgé 18 ans, pour lequel la fête était organisée. Ils montèrent dans leur voiture. 4 dans une berline, 2 dans un minibus. Quelques minutes plus tard, 2 tueurs apparurent. Au moins 7 à 10 coups de feu dans les corps, puis un rechargement, suivi de 6 coups de grâce à la tête. Une exécution méthodique, professionnelle et silencieuse. Les médias allemands qualifièrent cet événement de massacre de Duisbourg. Le carnage mafieux italien le plus brutal jamais perpétré sort d'Italie. Dès le lendemain matin, Berlin avait adressé une demande au ministre italien de l'Intérieur pour obtenir de l'aide dans l'enquête. Le scandale fut monstrueux. Pourtant, pour les enquêteurs italiens, un détail s'avéra être la clé de toute l'affaire. Dans la poche de l'un des jeunes hommes assassinés se trouvait une statuette calcinée de l'archange Michel. Il ne s'agissait pas d'un hasard, ni d'une simple superstition, mais d'un signe, d'un code. L'archange Michel est le patron de la 'Ndrangheta, la mafia calabraise, dont peu de personnes, en dehors de l'Italie, connaissaient l'existence. Avant même que la police allemande ne puisse comprendre les motivations, les carabiniers italiens savaient déjà avec certitude qu'il s'agissait d'une vengeance. Une vendetta sanglante, née dans le petit village de San Luca, au cœur des montagnes de l'Aspromonte, et qui avait traversé l'Europe pour s'installer en son cœur, conservant toute la brutalité archaïque du code d'honneur calabrais. Ces 6 cadavres à Duisbourg devinrent un point de non-retour. L'Europe découvrit pour la première fois que la mafia n'était pas un folklore sicilien, mais un réseau mondial où les lois ancestrales du sang sont appliquées dans les rues modernes de l'Europe avec la même implacable cruauté que dans les montagnes calabraises du 19e siècle. Mais pour comprendre Duisbourg, il faut remonter à l'origine, au moment où dans les montagnes de Calabre naquit une organisation qui, un siècle et demi plus tard, deviendrait la mafia la plus puissante de la planète. Racines de pierre et de sang. Nous sommes dans les années 1860. La Calabre, cette pointe de la botte italienne, est l'une des régions les plus démunies non seulement d'Italie mais de toute l'Europe. Les montagnes de l'Aspromonte, avec leurs pentes rocheuses et leurs rares villages, semblent figées dans le temps depuis le Moyen Âge. Après l'unité de l'Italie, le nouvel État rencontra d'immenses difficultés à asseoir son autorité sur cette terre sauvage. Le système féodal, qui perdura jusqu'au milieu du 19e siècle, laissa derrière lui un vide de pouvoir, un vide que des groupes de pouvoir locaux s'empressèrent de combler. Le nom 'Ndrangheta dérive de l'ancien mot grec andragatia, signifiant valeur de courage. Dans l'Antiquité, la Calabre faisait partie de la Grande Grèce et l'influence hellénique s'y fit sentir jusqu'à la fin du Moyen Âge. Mais la valeur que professaient les fondateurs de la 'Ndrangheta n'avait que peu à voir avec les idéaux chevaleresques. C'était la valeur de la survie, la valeur du sang et la valeur du silence. Les premières preuves documentaires d'activités criminelles structurées de type mafieux en Calabre remontent aux années 1880, lorsque le tribunal de Palmi mena le premier grand procès contre un groupe criminel organisé de 248 accusés. Il était déjà clair à l'époque qu'il ne s'agissait pas d'une bande ordinaire, mais d'une structure hiérarchique complexe dotée de ses propres lois, rituels et d'un système de gestion qui s'apparentait davantage à une organisation militaire ou à un ordre religieux qu'à un simple groupement de malfaiteurs.
Dans les témoignages de 1929, lors du procès du réseau mafieux du village de San Luca, le principal témoin à charge était un ancien membre de l'organisation qui décrivit pour la première fois en détail la structure interne de la 'Ndrangheta. Ce qu'il révéla stupéfia les juges. Il s'agissait d'un véritable pouvoir parallèle avec sa propre constitution, son système judiciaire, sa fiscalité et sa diplomatie. La légende des trois chevaliers, l'idéologie de la 'Ndrangheta repose sur le mythe des trois frères chevaliers, Osso, Mastroso et Carcagnoso. Selon la légende, ces nobles chevaliers espagnols vengèrent l'honneur profané de leur sœur en tuant son agresseur. Pour cela, ils furent emprisonnés pendant 29 ans, 11 mois et 29 jours. Durant leur captivité, les frères élaborèrent le code de l'Omerta, le fondement de toutes les lois mafieuses. Après leur libération, chacun des frères fonda sa propre organisation. Osso, sous la protection de Saint Georges, créa la Cosa Nostra sicilienne. Mastroso, sous la protection de la Vierge Marie, jeta les bases de la Camorra napolitaine. Et Carcagnoso, sous la protection de l'archange Michel, se rendit en Calabre et fonda la 'Ndrangheta. Osso est le squelette, Mastroso est la tête et Carcagnoso est le corps. Et ces trois parties forment une création unique. Telle est la légende mafieuse. Malgré le caractère manifestement mythologique de cette histoire, elle révèle les principes fondamentaux de la 'Ndrangheta, le culte de l'honneur, l'importance des liens du sang et le caractère sacré de l'organisation. Chaque membre de la 'Ndrangheta connaît cette légende par cœur, et elle est transmise de génération en génération comme une écriture sacrée, le sanctuaire du pouvoir. La base mère de la 'Ndrangheta est considérée comme le village de San Luca, au cœur de l'Aspromonte. Mais le véritable centre sacré de l'organisation se trouve plus haut dans les montagnes. Il s'agit du sanctuaire de la Madonna de Polsi. Ici, à près de 900 mètres au-dessus du niveau de la mer, entre des roches sauvages et des forêts denses, se cache un lieu qui, pour les membres de la 'Ndrangheta, est plus sacré que le Vatican. Le sanctuaire de la Madonna de Polsi n'est pas seulement une église, c'est un lieu de pouvoir où se déroulaient les rites les plus importants de la 'Ndrangheta, les initiations au plus haut rang, les procès des traîtres, la conclusion d'alliances entre les clans. La statue de la Vierge à l'enfant Jésus, connue sous le nom de Madonna de la Montagne ou Madonna de Polsi, est devenue un symbole de protection et de patronage pour les mafieux calabrais. Chaque année, le 1er et le 2 septembre, des milliers de pèlerins montent au sanctuaire à pied, parcourant des dizaines de kilomètres le long de sentiers de montagne. Officiellement, il s'agit d'un pèlerinage religieux, mais les enquêteurs italiens savent depuis longtemps que sous le voile des processions religieuses se déroulent les rencontres les plus importantes des boss de la 'Ndrangheta. Ici se concluent des affaires de millions d'euros, des opérations sont planifiées et le destin des personnes est décidé. Le chemin vers le sanctuaire est une véritable épreuve. Les sentiers de montagne sont dangereux, la météo imprévisible et les animaux sauvages sont monnaie courante. On croit que celui qui réussit à atteindre le sanctuaire à pied peut demander à la Vierge l'exaucement de n'importe quel vœu. Pour les membres de la 'Ndrangheta, ce chemin est la première épreuve qui montre la différence entre la détermination et l'imprudence. Le sang comme fondement. La base de la 'Ndrangheta n'est ni le territoire ni même l'argent. La base est le sang. La cellule fondamentale de l'organisation s'appelle l'Andrina et elle repose exclusivement sur des liens de parenté. Le chef de famille, le capot bastonné, n'est pas une position nommée mais un titre héréditaire qui se transmet de père en fils aîné. Autour de lui se regroupent frères, neveux, cousins, gendres, tous liés par des liens de sang ou de mariage. Ce sont précisément les liens du sang qui rendent la 'Ndrangheta pratiquement invulnérable aux infiltrations extérieures. Infiltrer un agent dans un clan familial est presque impossible. Ici, chacun connaît la généalogie de tous jusqu'à la 7e génération. La trahison au sein de la 'Ndrangheta n'est pas seulement une trahison de l'organisation, c'est une trahison de son propre sang, de sa propre famille. C'est pourquoi il y a si peu de repentis parmi les mafieux calabrais, ceux qui collaborent avec la justice. L'histoire de Maria Concetta Cacciola est un exemple tragique du fonctionnement de la discipline du sang au sein de la 'Ndrangheta. Lorsque cette femme décida de témoigner contre son mari et son clan, les proches la forcèrent à boire de l'acide muriatique. Ce ne fut pas un acte de sadisme, mais un calcul froid. Une mort, par maladie, semble plus naturelle qu'un meurtre et n'attire pas l'attention de la police. Le message pour d'autres traîtres potentiels était extrêmement clair, le sang est plus important que la vie. Le rite comme loi, la 'Ndrangheta n'est pas seulement une organisation criminelle. C'est un ordre militaro-religieux avec sa propre théologie et liturgie. Le rite d'initiation se déroule en plein air, strictement la nuit, à la lumière de la lune et des étoiles. Le lieu est choisi symboliquement, généralement une hauteur ou un lieu sacré lié à l'histoire du clan. La cérémonie commence par la prononciation du serment. Au nom de Garibaldi, Mazzini et la Marmora résonnent les noms des héros du Risorgimento italien. Ce n'est pas un hasard. La 'Ndrangheta se positionne comme l'héritière des combattants pour la libération nationale, comme la protectrice du peuple calabrais contre les oppresseurs extérieurs. Le nouveau membre reçoit une sentina, une petite image sainte, à l'effigie de la Vierge ou de l'archange Michel. Le chef lui coupe un doigt avec un couteau et une goutte de sang tombe sur la sentina. Ensuite,
La sentina étuse et brûlée et la cendre dispersée au vent, symbole que le serment est écrit non sur papier mais dans l'âme. Le maître de cérémonie prononce les mots finaux, une balle. Pour toi. Ce n'est pas une menace, mais une constatation de fait. Celui qui enfreint le serment sera tué par ses propres compagnons. Contrairement à d'autres organisations mafieuses où l'initiation n'a lieu qu'une seule fois, dans la Ndrangheta, le rite se répète à chaque avancement de grade. Chaque nouveau grade exige un nouveau serment, une nouvelle goutte de sang, un nouvel engagement. Même les nouveau-nés, fils de membres de la Ndrangheta, subissent leur première ancre au lignage et à l'organisation avant même d'apprendre à parler. On leur montre le couteau et on leur murmure les formules traditionnelles, jetant les bases de leur future loyauté. Le culte ne connaît pas d'âge, il ne connaît que le sang. Structure du pouvoir. Pendant longtemps, les services secrets italiens ont considéré la Ndrangheta comme une fédération de clans familiaux indépendants, un réseau horizontal sans centre de commandement unique. Cette illusion était une désinformation soigneusement entretenue. Ce n'est qu'en 2010 que l'opération Crimine Infinito a révélé la véritable structure de l'organisation. Une pyramide strictement hiérarchisée avec un centre de commandement unique. Au sommet de la pyramide se trouve la Provincia, ou Santa, l'organe suprême de l'ensemble de la Ndrangheta. Elle est dirigée par le capo criminal, le chef criminel, et son bras droit, le mastro di giornata. Viennent ensuite les colonels, le mastro général, le capo societa et le comptable. Chacun d'eux est responsable d'aspects spécifiques des activités de l'organisation. Le deuxième niveau est composé de 3 mandamenti, des districts, le Tyrrhénien, côte nord, l'Ionien, côte est et le central, zones intérieures avec Reggio de Calabre comme centre. Il regroupe les locales, entités territoriales, chacune contrôlant une zone ou une ville spécifique. La cellule de base est constituée de 3 andrines, qui forment un local. Chaque local a son chef local, un comptable, ragionnière et un capo criminal responsable des opérations de force. Ils doivent être des représentants de différentes ndrines, ce qui assure un équilibre des intérêts et empêche la concentration du pouvoir entre les mains de quelques-uns. Le nombre de membres d'une ndrina est rarement inférieur à 50 personnes, mais peut atteindre plusieurs centaines. Chaque ndrina est divisée en grandes sociétés et petites sociétés. Les niveaux supérieurs et inférieurs d'initiation. Les novices commencent comme Picciotto Liscio, jeune simple. Après 6 mois, ils peuvent être promus Picciotto Sgaro, jeune marqué, puis progressent le long d'une échelle hiérarchique complexe. Toute tentative d'autonomie ou de désobéissance est punie immédiatement et brutalement. La discipline au sein de la Ndrangheta n'est pas seulement un principe organisationnel, c'est une religion. Les ordres de la Santa sont exécutés sans discussion, quelle que soit la distance et les circonstances, que ce soit en Calabre, en Lombardie ou à Duisbourg. Cette hiérarchie rigide et cette centralisation du commandement, tout en maintenant les liens du sang au niveau de la base, ont conféré à la Ndrangheta des avantages colossaux par rapport à ses concurrents. Cosa Nostra, qui a perdu son unité après les arrestations des années 1990, et la Camorra, déchirée par des guerres internes, n'ont pas pu résister à l'expansion calabraise. Au début du XXIe siècle, la Ndrangheta est devenue non seulement la mafia la plus riche d'Italie, mais aussi l'une des organisations criminelles les plus influentes du monde. Ombres en costume-cravate, la Ndrangheta moderne n'est pas une bande de brigands des montagnes vêtus de capes et armés de fusils à pompe. C'est une multinationale en costume-cravate, avec des bureaux dans des gratte-ciel et des comptes dans des banques ou de banques suisses. Les fils des anciens chefs étudient dans les meilleures universités d'Europe et d'Amérique, obtiennent des diplômes en droit, en économie, en ingénierie. Ils parlent plusieurs langues, connaissent le droit international, les subtilités du commerce offshore. Mais sous les vêtements élégants et les diplômes universitaires coule le même sang que celui qui coulait dans les veines de leurs grands-parents, dans les montagnes de l'Aspromonte. L'histoire, commencée dans les villages de Pierre de Calabre il y a 1 siècle et demi, se poursuit dans les centres d'affaires de Milan, les ports d'Anvers et les gratte-ciel de Toronto. L'archange Michel, dont les images ont été retrouvées dans les poches des victimes à Duisbourg, protège non seulement les bergers calabrais, mais aussi les trafiquants internationaux de cocaïne. La Vierge de Polsi bénit non seulement les pèlerins qui montent au sanctuaire de montagne, mais aussi les conteneurs de drogue qui transitent par le port de Gioia Tauro vers Rotterdam et Hambourg. Comment une secte de montagne s'est transformée en un empire mondial qui contrôle 80% de la cocaïne européenne. Comment les anciennes lois du sang se sont adaptées aux réalités de l'ère numérique. Et pourquoi 6 cadavres dans une paisible ville allemande n'étaient que la pointe de l'iceberg sous lequel se cache tout un continent imprégné du sang et de l'argent calabrais. Port de Gioia Tauro, la porte de l'Europe entre les oliveraies et les vignobles étendus de la Calabre où les arômes d'agrumes se mêlent à la brise marine, se trouve le port de Gioia Tauro, un nœud essentiel dans
le réseau logistique mondial de la Ndrangheta. Il n'y a pas si longtemps, ce port était considéré comme semi-archaïque. Quelques quais, de vieilles grues, de rares conteneurs. Aujourd'hui, en revanche, des navires ultramodernes, en provenance de Colombie, du Brésil et du Panama, y accostent, déchargeant des centaines de tonnes de cocaïne qui se répandront ensuite dans toute l'Europe. Au cours des 10 dernières années, les volumes de trafic de marchandises ont été multipliés par plus de 5. De l'intérieur, tout ressemble à une opération de chargement normale. Terminaux, logisticiens, douaniers, gérants de location. Mais si l'on regarde de plus près, dans les entrepôts travaillent au moins des marins étrangement silencieux, venus des pays d'Amérique latine. Et les dockers sont de jeunes hommes originaires des villages albanais. Ils sont remplacés la nuit, et le long du périmètre du port, des caméras de surveillance cachées sont partout, configurées pour la reconnaissance faciale automatique. Le bureau central d'une entreprise de logistique anonyme, enregistrée dans un paradis fiscal, se trouve à Milan, tandis que le contrôle effectif est exercé par le Capo dei Mari, l'un des colonels les plus respectés dans la structure de la Santa. Le revenu annuel de la Ndrangheta, selon les estimations de l'OCCRP, s'élève à environ 60 milliards de dollars, soit environ 3% du PIB italien. À titre de comparaison, c'est plus que le budget de nombreux États européens. En 2020, Interpol a annoncé une opération internationale impliquant plus de 10 pays pour démanteler la Ndrangheta. En janvier 2021, 355 membres présumés du groupe ont été arrêtés. Mais ces arrestations n'ont fait que dévoiler la pointe de l'iceberg. Pour chaque personne arrêtée, il y a des dizaines de remplaçants prêts à poursuivre le travail. Le contrôle du port est assuré par le local de Reggio de Calabre, mais un rôle clé est joué par le Mandamento, où se croisent les intérêts de 3 Andrines. Nirta, Acerbi et Bianco, chaque Andrina apporte sa contribution. L'une s'occupe du déchargement, une autre de la dissimulation des cargaisons, la troisième de la livraison des conteneurs aux entrepôts cachés. La coordination est assurée par le comptable dont le nom de famille figure discrètement dans les listes d'actionnaires d'une entreprise locale de construction navale. Parmi les ports italiens, Gioia Tauro a dépassé Anvers en termes de volume de cocaïne dès le début des années 2000. Anvers et Rotterdam sont devenus les poumons de l'Europe pour la Ndrangheta, des centres de distribution où la contrebande transite sans problème grâce à l'Union douanière européenne. Des barils d'huile d'olive, des emballages de purée de tomates, des caisses d'agrumes. Tout cela est un codage d'élite pour la poudre blanche. En Lombardie et en Ligurie, les certificats d'origine sont falsifiés et les chimistes des Andrines adaptent les recettes. De la cocaïne d'une pureté de 90 à 95% est envoyée à Londres et à Paris. Des mélanges de 75 à 80% restent pour les trafiquants locaux. Le système fonctionne de manière simple et efficace. Les conteneurs de cocaïne sont masqués sous l'apparence de fruits ou de produits industriels. Les documents sont établis via des sociétés écran, au Panama ou au Belize. Sur chaque lot, un double fond. Si la douane trouve la première couche de drogue, la cargaison principale reste intacte. Des dockers corrompus déchargent les conteneurs la nuit lorsque les équipes changent. Au matin, les conteneurs propres sont déjà en route pour Milan, Turin ou, à travers les Alpes, pour l'Allemagne et la France. Les procureurs ont tenté de combattre la Ndrangheta pendant des décennies, mais ont constaté qu'il était impossible d'interrompre les livraisons sans coopération internationale. L'opération Nebrodi, entre 2006 et 2008, a impliqué 7 pays et n'a abouti qu'à des succès partiels. Environ 120 suspects arrêtés, 15 tonnes de cocaïne saisies. Cependant, le canal de rétablissement des réseaux s'est rapidement réactivé. De nouvelles Andrines et de nouvelles routes sont apparues en Espagne, au Portugal et en Allemagne. Bureau du bonheur, la façade légale de l'Empire des ombres. À Milan, Londres et Montréal opèrent des bureaux du bonheur, un réseau de cabinets d'avocats, de restaurants, de centres de fitness et d'agences immobilières. Officiellement, ils ne sont jamais liés entre eux, mais tous les fondateurs sont des proches parents d'un capomondo de la Ndrina Troiano. Ces bureaux du bonheur servent de principal instrument de blanchiment d'argent. Des millions d'euros en espèces y affluent, des revenus falsifiés sont enregistrés, puis les sommes sont transférées dans des paradis fiscaux, des actions de start-up technologiques et des biens immobiliers à l'étranger sont achetés. Contrairement à d'autres groupes criminels, la Ndrangheta, en étendant ses frontières, a recréé partout sa propre structure, formant un réseau dense qui comprenait à la fois des organisations commerciales et politiques, comparables à une méthode de colonisation. La structure de la Ndrangheta est assez unique. Elle est composée de centaines de clans, chacun étant formé sur la base de la parenté et étant généralement lié à d'autres clans par les mêmes liens du sang, de sorte qu'il est pratiquement impossible de devenir membre de la mafia sans être membre de l'une de ces familles. Une place particulière est occupée par les
casinos en Serbie et en Slovaquie, acquis avec de l'argent noir. Pour la pureté des opérations, de véritables jetons ne sont pas utilisés pour les gains, mais des comptes dupliqués sur des portefeuilles électroniques avec de la crypto-monnaie. Dans l'un de ces casinos, via des échangeurs de Bitcoin, jusqu'à 200 000 € étaient retirés par heure. Le suivi des mouvements de fonds est effectué par le comptable ayant des liens interdits dans les banques de Zurich et du Liechtenstein où les comptes sont enregistrés au nom de sociétés écrans. La mafia agit comme un prédateur, ciblant des entreprises relativement jeunes dans des secteurs spécifiques, ceux où il est plus facile de blanchir de l'argent, commerce, services financiers, ou ceux où la part des contrats publics est relativement élevée, construction, services publics. Initialement, l'infiltration sous forme d'insertion de mafieux dans la direction ou parmi les copropriétaires entraîne une forte augmentation des revenus des entreprises, ce qui cependant s'explique par une flambée de la légalisation des produits illicites de la mafia. La flambée des revenus est ponctuelle et se stabilise progressivement les années suivantes, en net contraste avec la dynamique relativement plus fluide des entreprises saines. Cependant, la croissance des revenus dans les entreprises capturées par la mafia n'entraîne pas une amélioration de leur situation financière. Au contraire, dans de telles entreprises, l'effet de levier augmente en raison de la croissance de la dette et de la diminution des capitaux propres. L'augmentation de l'effet de levier est cohérente avec l'hypothèse que la stratégie commerciale de la mafia est motivée par des intérêts à court terme. La réduction des capitaux propres de l'entreprise peut signaler un désir de prélever des actifs dans l'économie légale pour les monétiser. Énergie illégale. La façade verte de la nouvelle économie, la Calabre est réputée pour ses parcs éoliens et ses fermes solaires, encensées par les écologistes européens. Mais derrière la façade des énergies renouvelables se cache un nouveau stratagème de la 'ndrangheta. Par la surestimation des coûts, des sous-traitants fictifs et des filiales, contrôlées par les andrines, obtiennent des subventions de l'UE et privent le budget régional de dizaines de millions d'euros. Sous le contrôle de la Ndrina Pratola, dont les membres étaient impliqués dans la construction de centrales électriques, plus de 125 millions d'euros de subventions ont été détournés entre 2018 et 2022. Ce stratagème mérite un chapitre à part. L'énergie est devenue le nouveau pétrole pour la 'ndrangheta. Les entreprises sur les pentes montagneuses sont enregistrées au nom d'ingénieurs de façade. Les prêts sont accordés par une banque amie et les inspections gouvernementales acceptent les travaux sans contrôle. Lorsque, en 2023, l'une des entreprises a été arrêtée pour non-respect des normes environnementales, il s'est avéré qu'aucun travailleur sur le site n'avait été régulièrement embauché. De plus, les certificats de conformité pour les panneaux solaires avaient été achetés en Allemagne, où le fabricant ne se doutait pas de leur utilisation criminelle. Déchets et écologie. L'humour noir de l'économie, les déchets sont une autre mine d'or. Les andrines calabraises contrôlent l'élimination des déchets industriels et urbains. Le stratagème est simple. Pour le marché public, elles perçoivent 100% du paiement. Pour le recyclage correct, 20%. Et les 80% restants sont soit brûlés illégalement dans des décharges abandonnées, soit enfouis dans des zones protégées, soit déversés en mer. L'apparition d'éléments radioactifs dans les fleuves de la région n'est pas un effet secondaire, mais une conséquence de l'approche créative de l'écologie. Lors d'une des enquêtes de 2019, des journalistes ont découvert un navire coulé au large des côtes de Vibo Valentia avec des conteneurs de déchets médicaux et de produits chimiques industriels. Parmi les pêcheurs côtiers, des légendes se sont répandues. Ce n'est pas une fuite en mer, c'est la 'ndrangheta qui économisait le budget de coûts superflus. Et là, mais les autorités locales préfèrent se taire, craignant qu'une enquête ouverte ne se termine par une main invisible. Le groupe a réussi à contrôler presque entièrement la vie économique et politique de la région. La 'ndrangheta a étouffé toute initiative économique locale qui aurait pu, d'une manière ou d'une autre, libérer la population locale de la dépendance financière, a infiltré ses partisans et membres dans les postes étatiques et a terrorisé de toutes les manières la population locale. Avec ceux qui osaient résister, les mafieux ne faisaient pas dans la dentelle. Ils laissaient des chiots morts, des dauphins ou des têtes de chèvres décapitées devant leurs portes, détruisaient à coups de marteau les vitrines de leurs bureaux ou magasins, incendiaient leurs voitures. Réseau global. Colonisation de continents. À la fin des années 2010, la 'ndrangheta s'est renforcée au Canada, en Australie et en Europe occidentale. Ses conseils affiliés opèrent à Toronto, Melbourne, Londres et Hambourg. La différence par rapport au réseau d'immigrants de Cosa Nostra aux États-Unis réside dans le lien fort avec la Calabre. Toute nomination et même les conspirations passent par la Santa de San Luca. Selon les estimations de Transcrime, le centre italien de recherche sur la criminalité transnationale, moins d'un quart des revenus de la 'ndrangheta proviennent de la région d'origine. Tandis que par exemple, pour Cosa Nostra, la célèbre mafia sicilienne, plus de 60%. Cela démontre que la mafia calabraise est devenue véritablement mondiale.
contrairement à ses collègues siciliens. Au Canada, une Ndrina locale a acheté une luxueuse villa près du lac Ontario où ils organisent des réceptions nuptiales pour les membres de l'organisation. Lors de ces mariages, sont discutés des plans d'expansion en Amérique centrale et du Sud et les flux financiers sont gérés par des fonds d'investissement locaux. En Australie, les bandes andranguettistes ont fusionné avec les clubs de motards, devenant leur zone grise. Là-bas, elles opèrent selon les mêmes principes. Le sang et le rite sont plus importants que les armes. Les noms, bandits de Sicile, ont été remplacés par loups de l'Aspromonte. Mais les principes sont restés les mêmes. Le réseau d'agents comprend d'anciens membres des services secrets, des avocats et des financiers. Certains d'entre eux nettoient leur travail en costume-cravate, se présentant comme des experts dans la lutte contre le crime organisé et la nuit préparent des documents stratégiques pour la Santa. Évolution numérique quand la technologie sert la criminalité. La Ndrangheta moderne ne se résume pas aux montagnes et aux sanctuaires. Ce sont les messageries chiffrées Sky, ECC et Encrochat utilisées par des centaines de chefs et leurs courriers avant les grandes arrestations de 2021. Même le piège du FBI NOM, conçu pour intercepter les messages des criminels, n'a capturé que des acteurs secondaires. Le niveau supérieur de la criminale ne s'est jamais fié aux gadgets standards. Aujourd'hui, la Ndrangheta est l'une des organisations internationales les plus riches. Ses revenus s'élèvent à 53 milliards d'euros par an. Elle contrôle environ 80% de tout le trafic de drogue dans l'UE. Et plus les conditions dans lesquelles ils opèrent sont complexes, plus les résultats qu'ils atteignent sont importants. Les clans calabrais tiennent en alerte les forces de l'ordre de plus de 30 pays du monde. Les crypto-monnaies sont un instrument pratique pour les paiements transfrontaliers. Bitcoin pour les gros lots de cocaïne, Ether pour les investissements dans des startups de l'ombre, Monero pour les paiements internes, où l'anonymat est critique. Les échanges décentralisés permettent d'échanger des crypto-monnaies sans la participation de banques et de régulateurs. Même les plus grands combattants contre le blanchiment d'argent l'admettent. Il est possible de suivre la chaîne de transactions de la Ndrangheta, mais il est extrêmement difficile de prouver leur lien avec un crime. Guerre de clans, chronique de la cruauté. Si Cosa Nostra, après le maxi-procès de 1986 à 1992, a perdu son unité, la Ndrangheta s'est renforcée avec les guerres de 1970 à 1991. La première guerre, de 1974 à 1977, a fait environ 200 victimes. La seconde, de 1985 à 1991, jusqu'à 700. Ce fut une période de violence sans précédent. Fusillades dans les oliveraies, meurtres dans les églises, explosions dans les lieux publics. En 1991, à Palmy, pendant le carnaval, sortir avec les feux d'artifice signifiait bloquer la route aux rivaux. 2 morts et des dizaines de blessés furent le résultat d'une bataille de rue entre San Luca et le clan de Stefano. En réponse, suivirent des massacres à Reggio de Calabre, puis de douloureuses chaînes de vengeance où pour chaque tué, il fallait payer par une nouvelle mort. L'année 1993 marqua l'apogée. 4 meurtres en une seule heure sur la place principale de la ville. Et ce n'est qu'alors qu'une trêve fragile fut conclue. Dans la ville de San Luca existent plusieurs clans familiaux qui se livrent une lutte acharnée depuis près de 10 ans. Paolo Nirta était l'un des chefs du clan Nirta Strangio. Le groupe mafieux menait depuis près de 10 ans une lutte féroce avec l'autre clan rival Pelvotari. La lutte s'est aggravée lorsque, à la suite de fusillades sanglantes le jour de Noël 2006, la femme du chef Giovanni Luca Nirta fut tuée. 3 personnes furent également blessées, dont un enfant de 5 ans. Mais la vengeance n'est pas une tradition oubliée, mais un instrument de pression politique. Entre 2006 et 2007, les cadeaux sanglants à Noël, les attaques contre les maisons des chefs, les meurtres d'enfants furent une réaction aux arrestations et à l'opération Parme. Et en août 2007, le massacre de Duisbourg devint le point culminant d'une longue guerre. Paolo Nirta, capturé, et le frère de Giovanni Luca Nirta, arrêté après le meurtre dans la ville allemande de Duisbourg. Et le père des 2 frères, Giuseppe, le chef du clan, a été incarcéré en mai à la suite d'opérations de police réussies contre la Ndrangheta. L'arrestation de Paolo Nirta est également importante pour les forces de l'ordre car l'accusé est aussi le beau-frère d'un autre chef de clan, Giovanni Strangio. Cet homme est particulièrement recherché depuis 1 an, les enquêteurs le considérant comme l'un des principaux exécutants du massacre de Duisbourg. Le front s'est étendu à toute l'UE, des ports d'Espagne aux villas de campagne de France, des pièges du FBI aux États-Unis aux bases secrètes en Afrique de l'Ouest. Les conflits ont commencé à prendre un caractère international, impliquant dans leur orbite des groupes sionistes et groupes syriens et égyptiens. Ceux qui ont vécu ces guerres ne se souviennent pas des dates, mais des noms. Sep, Skakira, Nero Papa, chacun d'eux portait sa marque, du surnom à un type spécial de tatouage, le passeport de sang. Leurs exploits et leurs trahisons sont devenus des légendes qui sont transmises au sein des andrines au cœur de la nuit, accompagnées de chuchotements et de tintements de l'âme. Bataille judiciaire,
Opération Rinascita Scott. Entre 2019 et 2021, le parquet italien a mené le plus grand procès contre la mafia dans le pays depuis 30 ans. L'opération Rinascita Scott. Dans un bunker spécialement construit à Lamezia Terme, 338 accusés ont été présentés devant le tribunal, dont 207 ont été condamnés à un total de 2200 ans de prison. Les jugements rendus ont conclu un procès de 3 ans, résultat d'une enquête à grande échelle menée par le procureur Nicola Gratteri, un homme sous protection policière depuis 1989 en raison de menaces mafieuses. Gratteri a déclaré que l'objectif principal de l'accusation était de démontrer le degré d'influence de la 'Ndrangheta sur tous les aspects économiques, administratifs et politiques de la vie de la région. C'est une décision très sérieuse et nous en sommes très satisfaits. Nous avons enfin prouvé qu'il existe un réseau de fonctionnaires, d'entrepreneurs et de politiciens qui font des affaires avec les clans calabrais. Les témoins ont révélé au tribunal des détails tels que des armes cachées dans les cryptes de cimetières, de la drogue transportée dans des ambulances et de la marijuana cultivée près des réservoirs communaux d'eau potable. Les mafieux battaient, enlevaient ou tuaient les opposants particulièrement obstinés. Code d'honneur au XXIe siècle. Aujourd'hui, à l'ère des communications mobiles et d'Internet, la 'Ndrangheta conserve la sacralité de ses rites. Oui, les outils numériques ont accéléré la communication, mais n'ont pas aboli le sang et le rite. La passation de pouvoir par appel vidéo est impossible. Chaque candidat doit personnellement réussir l'épreuve en montagne, offrir un sacrifice, prononcer les paroles de l'ancien sortilège et franchir la frontière du secret. Le Zomerta s'est enrichi de nouvelles strates. Le silence ne signifie pas simplement l'absence de discours sur l'affaire. C'est le refus d'utiliser des services qui pourraient être compromis. Non seulement les téléphones courants, mais aussi les messageries secrètes sans rencontre personnelle. Chaque réunion est accompagnée d'un rite de pureté, une inspection minutieuse, une promesse jurée renouvelée de ne révéler les détails à personne. Usure, programmes humanitaires. Dans les conditions de la crise économique mondiale, les représentants de la 'Ndrangheta ont réussi non seulement à gagner des centaines de milliards d'euros, mais ont également proposé à leurs compatriotes une série de programmes humanitaires. Le système d'usure était extrêmement simple. Le groupe était enclin à prêter de l'argent pour le développement d'affaires, non seulement à des taux d'intérêt élevés, mais aussi en échange de l'affaire elle-même. Par la suite, lorsque le débiteur avait de fait rembourser l'intégralité de la somme due, la 'Ndrangheta augmentait brusquement le taux d'intérêt et proposait à l'entrepreneur de renoncer volontairement à son activité. Dans le cas contraire, le refusé aurait fait face à l'invalidité ou au cimetière. Au final, sous le contrôle des Calabrais, originaires de l'une des régions les plus pauvres d'Italie, se sont retrouvées la plupart des grandes usines, entreprises de construction et corporations du riche nord économique. On estime qu'ils contrôlent plus d'un tiers des activités économiques souterraines du pays et que leurs revenus s'élèvent à des dizaines de milliards d'euros. Les clans familiaux de la 'Ndrangheta possèdent des actions de raffinerie de pétrole, de ports maritimes et ont même acquis tous les marchés de construction dans les régions clés. Repentis, une fissure dans le mur du silence. Oui, le nombre de repentis est en augmentation. S'ils étaient environ 50 dans les années 2000, ils sont plus de 300 dans les années 2020. Les raisons, de longues peines, la peur pour les familles, la lassitude d'une guerre sans fin. Parmi les repentis, on observe une augmentation du nombre de femmes et de jeunes non nés en Calabre, mais impliqués dans les activités criminelles. Certains d'entre eux sont devenus des témoins clés dans les procès Rinascita Scott, où plus de 300 accusés et 900 témoins ont été présentés. Mais la 'Ndrangheta réagit, elle crée de nouveaux rangs de Abadessa et de Avvocata di Cosa, à travers lesquels elle intercepte le potentiel des nouveaux repentis, leur offrant des serments alternatifs et des missions spéciales. Il ne s'agit pas seulement de filtration, c'est une tentative de maintenir les liens du sang malgré les réalités changeantes. Opération internationale, un coup au réseau mondial. La 'Ndrangheta n'est pas seulement un problème italien, c'est un défi transnational qui exige des réponses mondiales. L'opération Eureka de 2020, avec la participation d'Europol et des services américains, a conduit à l'arrestation d'environ 500 personnes dans 10 pays. Les opérations Archimède et Lanterna ont poursuivi le travail, ciblant les flux financiers plutôt que les tueurs. En 2018, la police italienne a arrêté plus de 300 personnes dans le cadre d'une opération contre le réseau mafieux 'Ndrangheta. Parmi les personnes arrêtées figuraient le chef et plusieurs membres de haut rang du groupe, d'importants entrepreneurs et des fonctionnaires. Les personnes arrêtées sont accusées de meurtre, d'extorsion et de blanchiment d'argent, de trafic d'armes et de drogue. En 2023, en Calabre, la police a mené une opération de grande envergure pour l'exécution de mandats d'arrêt visant 43 personnes liées au clan mafieux 'Ndrangheta.
Parmi les personnes arrêtées figuraient également plusieurs politiciens calabrais. En mai de la même année, des raids ont été signalés qui ont conduit à l'arrestation de plus de 160 personnes. En 2023, la police allemande et d'autres pays européens, en collaboration avec Europol, ont mené une vaste opération spéciale contre la mafia italienne 'Ndrangheta. Cela démontre que la lutte contre la mafia calabraise est devenue une tâche véritablement internationale. Le principe est simple. Un coup porté à l'argent affaiblit les liens, un coup au lien détruit les rituels et la rupture des rituels sape le contrat de sang. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut démanteler ce qui a été assemblé pendant des siècles sous le voile de rites sacrés. Conséquences économiques. Les économistes de la Banque d'Italie ont mené une étude détaillée sur l'influence de la 'Ndrangheta sur l'économie légale. Ils ont constaté une forte influence négative de la mafia sur le niveau d'emploi à long terme. Le passage d'une commune du top 10% avec la plus faible pénétration mafieuse au top 10% avec la plus forte entraîne une réduction de la croissance de l'emploi de 28 points de pourcentage sur 40 ans. Les entreprises capturées par la mafia ont une probabilité extrêmement élevée de quitter le marché. Mais dans cette guerre, il n'y a pas de bataille finale. C'est plutôt un marathon où chaque génération de procès et d'opérations ne fait que relancer la lutte. Et la 'Ndrangheta sait courir longtemps. Son cœur, génération après génération, se nourrit de sang ancien et son cerveau met constamment à jour les schémas technologiques. Toutefois, des informations récentes indiquent que la 'Ndrangheta a perdu son hégémonie absolue sur le marché européen en raison de l'activation de groupes criminels des Balkans, bien qu'elle conserve toujours une position de leadership. Les procureurs et les enquêteurs italiens se plaignent souvent que leurs collègues européens sous-estiment la pénétration de la mafia calabraise dans leur pays, pizzo et extorsion. Taxe de sang. Quand on parle de mafia, la première chose qui vient à l'esprit est le pizzo, l'extorsion masquée en protection. Pour la 'Ndrangheta, le pizzo est devenu non seulement une source de revenus, mais une opération financière complexe avec des éléments d'une taxe étatique. Les petits magasins, restaurants et ateliers sont contraints de payer une taxe de sécurité pour l'inviolabilité de la marchandise et de l'entreprise. Mais derrière chaque euro d'extorsion se cache une armée d'avocats, de comptables et d'experts en flux financiers. Les reçus sont rédigés de manière à ce que l'entrepreneur lui-même signe volontairement un contrat. Au début des années 2000, l'Association nationale des petits entrepreneurs italiens a mené une recherche. 85% des entreprises calabraises signalaient une augmentation catastrophique des coûts de sécurité et des paiements opaques à des forces privées locales. La rentabilité du pizzo était estimée à 3 ou 4 milliards d'euros par an et les pertes pour l'économie régionale à 12% du PIB. De plus, même dans les petites zones d'influence des Andrines, le pizzo était collecté avec une précision automatique, des quotas mensuels fixes, un pourcentage sur le chiffre d'affaires, des amendes pour le retard de paiement et des bonus pour la loyauté. Contrairement à d'autres groupes criminels où la demande d'argent avait un caractère personnel, tu me dois X, la 'Ndrangheta est passée à un système de collecte automatisé allant jusqu'aux SMS pour les dates limites de paiement. De cette manière, le pizzo s'est transformé en une source de revenus de plusieurs milliards d'euros qui, avec des versements réguliers, garantissait le fonctionnement ininterrompu de l'ensemble de l'infrastructure des Andrines, des groupes opérationnels aux canaux d'approvisionnement. Les entrepreneurs locaux plaisantent en disant que les taxes de la 'Ndrangheta sont plus fiables que celles de l'État. Le pistolet vous obligera à payer à temps et si l'État tarde, il ne reste que de la paperasse. Usure et programmes humanitaires. Extorsion et usure se sont fondus en un unique schéma de programmes humanitaires. Les mafieux prêtent de l'argent, attirant les entreprises avec des taux d'intérêt avantageux, mais imposent ensuite des amendes et des pénalités insensées. Un taux de 5% par mois et une pénalité de 50% pour le retard. Face à la réticence à rembourser, la victime, volontairement, mettait en vente ses biens. Toutes les transactions se faisaient via des bureaux du bonheur ou des cabinets d'avocats qui légalisaient les opérations. En conséquence, des entreprises du nord de l'Italie, des biens immobiliers de prestige et de grands terminaux portuaires sont passés sous le contrôle des Calabrais, originaires de l'une des régions les plus pauvres d'Italie. C'est précisément cette technique qui a permis à la 'Ndrangheta de transformer les activités commerciales acquises en un instrument légal pour le blanchiment des produits. La proximité de la justice territoriale et la corruption de juges justes permettaient de mener les transactions sans longue poursuite judiciaire ni saisie. Ce schéma a initié ce qui a ensuite été appelé la capture de l'État de l'intérieur, lorsque la mafia gère non seulement l'économie de l'ombre, mais aussi les leviers clés du pouvoir. Intelligence compétitive, l'analyse du sang. La 'Ndrangheta a transformé la collecte d'informations en une véritable science. Ses comptables analysaient les indicateurs économiques régionaux, les sondages électoraux des maires, les relations entre les élites entrepreneuriales et les dynamiques criminelles. Avec l'aide d'initiés parmi les fonctionnaires municipaux, les criminels obtenaient l'accès aux documents d'appel d'offres,
aux devis et aux plans de développement urbain. Sur la base de ces données, il prévoyait le champ de conquête et déterminait les stratégies d'expansion, où arriver l'automne suivant et où attendre un an ou deux. Les rapports étaient le quotidien et au sein du mandamento, les options pour conquérir de nouvelles parts de marché étaient discutées chaque semaine, y compris les projets légaux, construction de complexes résidentiels, développement de zones vertes, promotion du tourisme en montagne. Chaque local maintenait sa propre base de données sur les personnes influentes, juges, procureurs, policiers, politiciens et entrepreneurs. Photos, documents sur les décisions passées, liens avec d'autres structures, tout était accumulé et systématisé. Un rôle important était joué par les cols blancs. Avocats, comptables et consultants fournissaient l'accès aux bases de données internes, aidaient à formuler des demandes officielles et à échapper au contrôle. Il ne s'agissait pas d'espionnage au niveau de passer un petit mot par un passant, mais d'une véritable recherche d'entreprise avec des modèles financiers et des évaluations des risques. Les systèmes de vidéosurveillance et d'interception de la police ne révélaient qu'une petite partie de ce réseau. La Ndrangheta donnait la priorité aux contacts personnels, aux connexions par l'intermédiaire de femmes dans les familles, aux employés des services et aux informateurs parmi les bandits déserteurs. Chaque repenti, en citant des noms et en expliquant les liens, dessinait une carte de relations qui était ensuite analysée par des services spéciaux. Aggravation post-pandémie, nouveaux horizons. La pandémie de Covid-19 a été pour la Ndrangheta non seulement un défi, mais aussi une opportunité. Lorsque l'Europe s'est confinée, la mafia a triplé ses activités dans les secteurs de la livraison et de la logistique, utilisant ses propres canaux de distribution de produits et de médicaments. Les raids noirs sur les entrepôts de dispositifs de protection et de désinfectants sont devenus partie intégrante des programmes sociaux du groupe, sang et mécénat en un seul paquet. D'un côté, les mafieux ont ouvert des cuisines gratuites pour les personnes âgées et les nécessiteux, orientant l'opinion publique en leur faveur. De l'autre, le secteur de la vente au détail et le secteur pharmaceutique ont été pris sous contrôle. Les surfaces des entrepôts sont louées par des entreprises amies et les contrats pour la fourniture d'équipements et de médicaments sont rédigés dans des juridictions offshore. Ainsi, la Ndrangheta a renforcé ses positions non seulement dans le monde criminel, mais aussi dans l'ombre de l'économie légale. Criminalité informatique, un nouveau front. Ces dernières années, la Ndrangheta a étendu ses activités dans le cyberespace. Les cyberattaques par rançongiciel, ransomware, sont devenues une nouvelle source de revenus. Les entreprises payaient des rançons en crypto-monnaie pour restaurer leurs données. Parmi les victimes figuraient également les concurrents des bookmakers mafieux et les institutions étatiques du sud de l'Italie. Dans le contexte de la transition universelle vers les services électroniques, les cybercrimes ont rapporté à la Ndrangheta des dizaines de millions d'euros. Pour mener des opérations complexes, les criminels engageaient des groupes de hackers externes, souvent originaires d'Europe de l'Est, et restaient eux-mêmes dans l'ombre. Ce modèle d'externalisation permettait de réduire les risques et de maintenir l'intégrité de l'organisation. Startups FinTech de l'ombre. Sous le couvert de l'innovation, la Ndrangheta a investi dans des startups FinTech qui proposent des solutions pour les micro-paiements, les prêts décentralisés et les échanges de devises. Il s'agissait souvent de petites entreprises avec un historique légal et une réputation propre, mais partiellement gérées par des mandataires. Des projets prometteurs recevaient initialement 1 à 2 millions d'euros d'investissement, suivis ensuite par un afflux de dizaines de millions. À travers ces startups, la Ndrangheta a testé de nouveaux schémas de transfert et de blanchiment de fonds. Micro-paiement de 100 à 200 euros sans lien avec des données personnelles, portefeuille pour le suivi des transactions et portefeuille noir pour des opérations anonymes. En conséquence, plusieurs entreprises ont été entièrement acquises sous le prétexte de fusion d'entreprises et leurs solutions technologiques ont été intégrées à l'infrastructure mafieuse. Tourisme criminel. La croisade du code, la Ndrangheta a développé un nouveau type de tourisme criminel. Dans la période post-Covid, les cafés-clubs, les anti-cafés et les espaces de coworking sont devenus des lieux de rencontre pour les chefs, non pas dans les montagnes, mais plus près de la civilisation. Des proxénètes, des agences de blanchiment et des hubs d'investissement ont organisé des tours de formation pour les nouveaux membres. Leçons sur le code de l'Omerta, masterclass sur la gestion financière, démonstration d'anciens rituels. Ces tables rondes se tenaient dans des lieux neutres, des Alpes suisses à l'Algarve portugais. Mais tout le marketing était strictement confidentiel. Les invitations étaient envoyées par des messages chiffrés et les adresses entre étaient précisées 1 heure avant le début. De nombreux novices découvraient la Ndrangheta pour la première fois non pas à travers les légendes, mais en direct. Costumes élégants, cravates, millions d'euros sur les tables et la pénombre d'une salle enfumée, droit moderne et syndicats criminels. La Ndrangheta a étudié en profondeur la législation de 24 pays où elle opère. Des unités juridiques spéciales, composées d'avocats chevronnés, analysent les futures modifications des lois antitrust, fiscales et anticorruption. Lorsqu'en 2024, l'Union européenne débattait d'une directive visant à renforcer le contrôle sur les échanges de crypto-monnaies,
L'Association européenne pour l'innovation et la blockchain, affiliée à la Ndrangheta, a obtenu un report de 2 ans de l'identification obligatoire des utilisateurs. Pendant cette période, le groupe a mis en œuvre ses propres schémas opérationnels dans des dizaines d'échanges à travers l'Europe, s'assurant une zone de non-ingérence et gagnant du temps pour augmenter ses volumes. En Italie, la Ndrangheta dispose d'un réseau d'agents de procureurs, entrepreneurs et fonctionnaires prêts à avertir de raids imminents, à fournir des copies de matériaux opérationnels et même à influencer les décisions judiciaires. Pour éviter les mains propres retentissantes, les clans utilisent des schémas de patronage. Ils nomment à des postes administratifs des candidats loyaux qui approuvent ensuite automatiquement les appels d'offres et n'interfèrent pas dans les procédures judiciaires officielles. En conséquence, les tribunaux locaux dans les affaires de pizzo et d'extorsion ne prononçaient que des peines avec sursis et les entrepreneurs préféraient régler sur place les amendes par la médiation du comptable. Cela permettait de maintenir l'illusion de combattre la mafia, tandis que le syndicat criminel renforçait ses positions au sein du pouvoir législatif et exécutif. Santa et politique, le pouvoir en coulisses, la Ndrangheta a compris depuis longtemps, le vrai pouvoir n'est pas dans les armes, mais dans les bureaux. En Calabre, les Andrines ont investi dans les campagnes électorales, assurant un bassin de voix pour certains candidats. Le schéma est simple. Pour chaque vote promis, une somme fixe est payée, puis les députés élus remboursent la dette par des uspej bachi, obtenant des contrats étatiques et des facilités administratives. Ainsi, aux élections de 2022, plusieurs maires ont été découverts en collusion avec les réseaux ndranghétistes, mais les affaires n'ont pas abouti, les députés ayant obtenu l'immunité. L'un des cas les plus frappants concerne les accusations de lien avec la Ndrangheta de sénateurs de diverses régions. Dans une interview au Monde, l'un des vice-ministres a admis « Je préfère avoir des relations d'affaires avec les Calabrais plutôt qu'avec les bureaucrates allemands », ce qui a déclenché un scandale international et une enquête du procureur général européen. Repenti, une fissure dans le mur du silence, jusqu'à récemment, la Ndrangheta ne pouvait se targuer de pas plus de 50 membres repentis. Aujourd'hui, leur nombre dépasse les 300. Les raisons, de longues condamnations, la peur pour les familles, la lassitude des guerres intestines incessantes. Les nouveaux repentis sont de plus en plus souvent des femmes et des jeunes, non liés par des liens de sang à la Calabre. L'effondrement de l'Omerta est un grave signal d'alarme pour la Santa. L'un des cas les plus retentissants est la confession de Vincenzo Caputo qui a décrit le schéma de gestion financière. Blanchiment via des échanges de crypto-monnaies en Estonie, agences immobilières fictives au Royaume-Uni et investissements dans des startups en Israël. Ces témoignages ont permis de confisquer des biens pour plus de 200 millions d'euros. Mais la Ndrangheta a rapidement compensé les pertes. De nouveaux rangs d'Abadessa et d'Avocata di Cosa sont apparus, promettant aux repentis protection et serments alternatifs. Opération mondiale, une réponse globale. La Ndrangheta n'est pas seulement un problème italien. En 2020, l'opération Eureka, avec la participation d'Europol et du FBI, a conduit à l'arrestation de plus de 500 personnes dans 10 pays. Les opérations Archimède et Lanterna ciblaient les flux financiers, blocage de comptes offshore, saisie de sociétés offshore et confiscation de biens immobiliers. Mais Crimine Infinito de 2010 a démontré, plus la pression est forte, plus l'organisation se décentralise. Les coups portés au centre entraînent la désintégration des maillons, mais de nouveau local, occupent rapidement les niches libérées. En Allemagne et en Australie, les services secrets ont créé des unités internationales pour combattre la Ndrangheta. En 2023, Europol et la police allemande ont mené la plus grande opération spéciale contre le syndicat criminel en Europe. Des dizaines de figures clés ont été arrêtées. Des biens d'une valeur de 150 millions d'euros ont été saisis. Mais même ici, la mafia était prête. Dans le réseau des conseils affiliés, un processus de reformatage de la structure était déjà en cours et les membres périphériques de la criminelle s'étaient cachés, transférant les pouvoirs à des prête-noms. Conséquences économiques. La rupture du pouls des régions. Une étude de la Banque d'Italie a montré que les régions avec une forte pénétration de la Ndrangheta perdent en moyenne 28 points de pourcentage de croissance de l'emploi sur 40 ans. Les investissements ne vont pas là où les taxes sont plus élevées que les taux d'imposition de l'État. À court terme, les entreprises capturées par la mafia montrent une flambée des revenus grâce à la légalisation de fonds illicites. Mais ensuite, l'effet de stagnation se produit. Les pertes augmentent et les dettes s'accumulent. Les experts appellent cela la maladie mafieuse chronique de l'économie. Quand en surface, il semble que l'économie croisse, mais sous le capot, il y a un moteur rouillé, des schémas moisis et un pizzo
imbibé d'essence, cela se répandra de toute façon au premier virage. Calabre, quand la criminalité devient culture. Pour comprendre la 'ndrangheta, il ne suffit pas d'étudier les affaires judiciaires et les stratagèmes de blanchiment d'argent. Il faut comprendre la Calabre, une région où la mafia ne contrôle pas seulement l'économie, mais détermine le tissu même de la vie quotidienne. Un diplomate américain, dans une dépêche de 2008, a écrit une phrase devenue proverbiale: « Si la Calabre n'était pas une région d'Italie, ce serait un État criminel. » Ce n'est pas une exagération, c'est un diagnostic. En Calabre, chaque activité économique, chaque transfert d'argent est sous le contrôle ou l'observation de la 'ndrangheta. Les cueilleurs d'olives versent 5% de leur salaire au clan local. Les ouvriers du bâtiment donnent 5 à 10 euros par jour. Les terres ne peuvent être cultivées sans permission. Les entrepreneurs considèrent les paiements à la mafia comme une dépense passive inévitable du budget, aussi naturelle que le loyer ou les impôts. Pour quitter la région, l'autorisation des clans pourrait être nécessaire. Le climat d'Omerta empêche toute forme de protestation. La plupart des gens croient que rien ne changera jamais. Ce ne sont pas des peurs paranoïaques, c'est la réalité, confirmée par des dizaines de procès. Lorsque quelqu'un décide de résister, la mafia ne fait pas dans la dentelle. Ils laissent des chiots morts, des dauphins, des têtes de chèvres décapitées devant les portes. Ils détruisent les vitrines des magasins à coups de marteau. Ils incendient des voitures. Les plus obstinés sont battus, enlevés ou tués. Le message est extrêmement clair. La résistance est inutile. Empire souterrain, tunnels et bunkers. En 2013, la police a découvert sous San Lucas un réseau ramifié de tunnels et de bunkers souterrains, une véritable ville souterraine. On y trouvait des logements avec téléviseurs et climatiseurs, des dépôts d'armes, des laboratoires secrets pour le reconditionnement de drogue, des salles pour la célébration de rites. Certains chefs se cachaient dans ces bunkers pendant des années sans sortir à la surface. Nourriture, information, ordre, tout était livré par des personnes de confiance. Ces souterrains ne sont pas de simples cachettes. Ils sont un symbole de la profondeur avec laquelle la 'ndrangheta s'est enracinée dans la terre calabraise, littéralement et métaphoriquement. L'organisation a grandi dans les roches de l'Aspromonte avec la même ténacité que les racines des oliviers millénaires. L'éradiquer signifierait détruire le paysage lui-même. Jeune génération, choix entre sang et liberté, Giuseppe est né à San Luca. Son père est un chef local, son grand-père une légende de l'organisation ayant participé aux guerres des années 1970. Dès son plus jeune âge, le garçon a été préparé à une carrière criminelle. On lui a enseigné le code de l'Omerta, on lui a raconté les illustres ancêtres, on lui a montré comment sa famille était respectée. À 16 ans, il a passé la première cérémonie d'initiation. La sentina avec l'archange Michel, une goutte de sang, les paroles sacrées. Une balle pour toi. Mais Giuseppe, nom d'emprunt, a fait ce qui était impensable pour sa famille. À 22 ans, il a fui la Calabre et s'est tourné vers les autorités. Il est devenu un repenti. Ses témoignages ont conduit à l'arrestation de 20 membres du clan, y compris son père. Il vit maintenant sous protection des témoins, quelque part dans le nord de l'Italie, avec un nouveau nom et une nouvelle biographie. La famille l'a déclaré mort. Pour eux, il a cessé d'exister. Ceux comme Giuseppe sont de plus en plus nombreux. La jeune génération, élevée à l'ère d'Internet et de la mondialisation, se demande de plus en plus souvent: pourquoi ? Pourquoi vivre dans une peur constante ? Pourquoi tuer et mourir pour le honneur du clan ? Pourquoi rester dans la pauvre Calabre quand le monde entier est ouvert? Pour leurs grands-parents, la réponse était évidente. Parce que nous sommes la 'ndrangheta, parce que cela a toujours été ainsi, parce que le sang est plus important que tout. Pour la nouvelle génération, ces réponses ne fonctionnent plus. Mais quitter l'organisation n'est pas un simple changement d'emploi. C'est une trahison de tout ce qui a défini votre vie. C'est la perte de la famille, des amis, de l'identité. C'est vivre dans une peur constante. Parce que la 'ndrangheta n'oublie jamais et ne pardonne jamais. Pourtant, le nombre de repentis augmente. C'est la statistique la plus encourageante dans la guerre contre la mafia. Résistance civile. Quand la société dit non, en 1991, dans la petite ville de Locri, un groupe d'entrepreneurs a créé l'association Ammazzateci Tutti. Un défi à la mafia, le refus de payer le pizzo, leur leader a été tué 3 mois plus tard. L'organisation s'est dissoute. 20 ans plus tard, des mouvements similaires sont réapparus, mais avec un soutien accru. L'association Libera unit des milliers de citoyens qui demandent la confiscation des biens mafieux et leur affectation à des projets sociaux. Sur les terres confisquées à la 'ndrangheta, des coopératives produisent désormais de l'huile d'olive et du vin portant la mention « libre de la mafia ». Ce n'est pas seulement une affaire, c'est une victoire symbolique. Mais la résistance est dangereuse. Les activistes reçoivent des menaces, leurs voitures sont incendiées, les enfants sont intimidés à l'école. Beaucoup abandonnent, mais certains continuent. Si nous ne nous battons pas, nos enfants hériteront d'un monde où la mafia est la norme, dit Maria, une enseignante de Reggio de Calabre qui a refusé de payer le pizzo et a gagné un procès contre les extorqueurs. Paradoxe économique. Comment la mafia tue ce qui la nourrit? Les chercheurs ont identifié un paradoxe étrange. À court terme, les entreprises saisies par la 'ndrangheta affichent une forte croissance de leurs revenus, jusqu'à 24%. Cela se produit parce que les produits criminels sont légalisés par leur intermédiaire. Mais à long terme, ces mêmes entreprises affichent des résultats catastrophiques.
Les dettes augmentent, le capital propre diminue, la productivité chute. Après quelques années, la plupart de ces entreprises font faillite ou se transforment en coquilles vides. La mafia tue l'économie de la région qui la nourrit. C'est une stratégie suicidaire. Mais la 'Ndrangheta a appris à compenser les pertes locales par une expansion mondiale. Lorsque la Calabre s'appauvrit, l'organisation gagne de l'argent à Milan, Londres, Toronto. Lorsque les autorités italiennes intensifient la pression, les affaires se déplacent en Allemagne et aux Pays-Bas. Ce n'est pas un parasite sur le corps d'une seule région. C'est une multinationale, avec un portefeuille diversifié. Adaptation technologique, vieux code dans un monde nouveau. La 'Ndrangheta a longtemps résisté à la numérisation. Les anciens chefs ne faisaient pas confiance aux technologies, préférant les réunions personnelles et les notes manuscrites. Mais la jeune génération a compris, au XXIe siècle, sans technologie, on ne peut pas survivre. L'organisation a commencé à embaucher des spécialistes en informatique, à créer ses propres systèmes de communication protégés, à adopter les crypto-monnaies. Lorsque la police a piraté Sky, ECC et EncroChat, arrêtant des centaines d'utilisateurs, la 'Ndrangheta testait déjà ses propres solutions basées sur la blockchain. Lorsque les banques ont renforcé le contrôle sur les transactions suspectes, l'organisation s'est tournée vers la finance décentralisée. Lorsque les frontières se sont fermées à cause de la pandémie, le trafic de drogue s'est déplacé vers les drones et les drones sous-marins. Mais la technologie est une arme à double tranchant. Chaque message numérique laisse une trace. Chaque transaction crypto est enregistrée dans la blockchain. Les unités de police spécialisées ont appris à lire ces traces. La guerre s'est déplacée dans le cyberespace et il n'est pas encore clair qui en sortira vainqueur. Menace des Balkans, concurrence pour le marché européen. Pour la première fois en des décennies, le monopole de la 'Ndrangheta sur le marché européen de la cocaïne a été menacé. Des groupes albanais, serbes et monténégrins se sont activés, créant leurs propres canaux d'approvisionnement depuis l'Amérique du Sud. Ils sont plus agressifs, plus jeunes, moins liés aux traditions. Ils sont prêts à la violence ouverte là où la 'Ndrangheta préfère la corruption et la diplomatie. Plusieurs meurtres retentissants à Amsterdam et Anvers sont le résultat de cette confrontation. Pour l'instant, la 'Ndrangheta maintient le contrôle de 60 à 70% de la cocaïne européenne. Mais la tendance est préoccupante. L'organisation est contrainte de négocier avec les concurrents des Balkans ou de se battre. L'histoire le montre, les guerres extérieures sont plus dangereuses pour la 'Ndrangheta que la pression des autorités. Coût de la guerre. Combien coûte la lutte contre la 'Ndrangheta? L'État italien dépense des milliards d'euros par an dans la lutte contre le crime organisé. Parquet spécialisé, unités d'élite de carabiniers, programme de protection des témoins, maintien de milliers de mafieux détenus dans des prisons de haute sécurité. Nicolas Gratteri et 2 douzaines d'autres procureurs vivent sous protection permanente, chacun accompagné de 10 à 15 carabiniers 24 heures sur 24. Rien que pour la protection de ces personnes, des dizaines de millions sont dépensés chaque année. La confiscation des biens apporte une certaine compensation. De 1992 à 2007, des biens d'une valeur de 5,2 milliards d'euros ont été saisis aux organisations criminelles italiennes. Mais c'est une goutte dans l'océan par rapport au chiffre d'affaires annuel de la 'Ndrangheta de 60 milliards de dollars. Pour chaque euro confisqué, l'organisation en gagne 10 nouveaux, mais le vrai prix n'est pas l'argent. Ce sont les vies perdues. Juges, procureurs, policiers, journalistes tués. Ce sont les destins brisés des repentis qui vivent dans l'isolement sous de nouveaux noms. Ce sont des générations d'enfants élevés dans une atmosphère de peur et de violence. C'est la stagnation économique d'une région entière. C'est la corrosion de la confiance dans les institutions de l'État. Un regard sur l'avenir, 3 scénarios. Scénario 1, dégradation progressive. La pression croissante des autorités, le nombre croissant de repentis, la concurrence avec les groupes des Balkans, l'affaiblissement des liens du sang en raison de la mondialisation, tout cela érode lentement les forces de l'organisation. Dans 20 à 30 ans, la 'Ndrangheta se transformera en l'ombre de son ancien empire, ne contrôlant que des enclaves isolées en Calabre. Scénario 2, transformation. L'organisation se légalise définitivement, se transformant en un réseau de holdings respectables et de groupes financiers. La composante criminelle se réduit, les rites de sang deviennent du folklore, l'omerta, une éthique d'entreprise. La 'Ndrangheta ne meurt pas, elle se dissout dans l'économie légale, devenant indiscernable des élites entrepreneuriales normales. Scénario 3, une nouvelle floraison, le chaos mondial, guerre, crise migratoire, bouleversements économiques, créent de nouvelles opportunités. La 'Ndrangheta exploite la faiblesse des États pour renforcer ses positions. Elle devient encore plus décentralisée, encore plus numérique, encore plus globale. Dans 20 ans, elle contrôlera non seulement le trafic de drogue, mais des secteurs entiers de l'économie mondiale. Quel scénario se réalisera? Cela dépend du choix que feront les 3 parties. Les États doivent choisir entre une guerre décidée sur tous les fronts ou une imitation de la lutte. La société doit choisir entre la résistance et l'acceptation de la mafia comme un
mal inévitable. La jeune génération de la Ndrangheta elle-même doit choisir entre la loyauté au code de sang et les tentations du monde libre. Pour l'instant, les trois parties hésitent. Et dans cette incertitude, la force principale de la Ndrangheta. Elle a appris à prospérer dans les zones grises où la loi est incertaine, la morale nuancée et l'avenir nébuleux. Pendant que le monde doute, la mafia agit. Et chaque jour de retard, elle devient plus forte, plus invisible, plus invulnérable. L'histoire de la Ndrangheta, des brigands de montagne du 19e siècle, à une corporation transnationale du 21e, est l'histoire de la façon dont l'adaptation et l'évolution triomphent de la force. Mais c'est aussi l'histoire de la façon dont la ténacité et la fermeté de quelques personnes, des procureurs comme Nicolas Gratteri, des repentis comme Maria Conchetta Cacciola, des activistes comme les membres de Libera, peuvent s'opposer à un empire. La victoire n'est pas inévitable, mais elle est possible. Et tant que quelqu'un se bat, l'espoir vit, parce que la vraie bataille ne se livre pas dans les salles d'audience et non dans les rues de la Calabre. Elle se livre dans l'esprit de chacun qui doit choisir, accepter la mafia comme une inévitabilité ou refuser de vivre dans un monde où le sang et la peur règnent à la place de la loi et de la justice. Ce choix déterminera non seulement le destin de la Ndrangheta, mais le destin de nous tous, la trace colombienne. Quand la géographie devient destin, alors que l'Europe célébrait les arrestations, en Amérique du Sud, la Ndrangheta renforçait ses positions. Colombie, Brésil, Équateur, ici, aux sources de la cocaïne, se décide le destin du marché européen de la drogue. L'arrestation en Colombie de l'Espagnol Hermenegildo Ventura Casana en 2014 a démontré que la Ndrangheta utilise des intermédiaires non italiens pour masquer sa présence. Ventura était le lien entre la mafia calabraise et le cartel colombien d'Envigado, assurant des routes via le Panama et le Costa Rica vers l'Europe. Barcelone est devenue la ville où se rencontrent les représentants des cartels colombiens et des mafias européennes. Ici sont discutées des cargaisons de centaines de kilos, des routes via l'Afrique de l'Ouest, des schémas financiers de blanchiment. Les enquêteurs espagnols interceptent les négociations mais n'arrêtent que les courriers. Les principaux acteurs restent dans l'ombre. La présence de la Ndrangheta en Amérique latine est si profonde que certains experts parlent d'une colonisation à l'envers. Ce ne sont pas les Italiens qui se rendent en Amérique, mais les cartels sud-américains qui s'intègrent dans les structures calabraises. Le cartel mexicain Los Zetas, l'Envigado colombien, la Primera Capital Commando brésilienne, tous travaillent avec la Ndrangheta, non comme des clients, mais comme des partenaires. Paradoxe de la force. Pourquoi les succès policiers n'affaiblissent pas l'organisation? Au cours des 5 dernières années, des centaines de membres de la Ndrangheta ont été arrêtés, des biens d'une valeur de milliards d'euros confisqués et des dizaines de stratagèmes de blanchiment d'argent démasqués. Pourtant, l'organisation ne s'affaiblit pas. Au contraire, selon certaines estimations, elle est devenue encore plus forte. Comment est-ce possible? La réponse réside dans sa structure. La Ndrangheta est construite sur le principe d'un organisme biologique. Les parties amputées se régénèrent, s'adaptant à de nouvelles conditions. Un chef local est arrêté. Sa place est prise par son frère ou son fils. Une route via l'Espagne est fermée. Une nouvelle s'ouvre via le Portugal. Les biens en Allemagne sont confisqués. Les investissements se déplacent aux Pays-Bas. Les messageries chiffrées sont piratées. L'organisation passe à ses propres systèmes de communication basés sur la blockchain. Chaque coup des forces de l'ordre rend la Ndrangheta plus prudente, plus décentralisée, plus technologique. C'est une évolution sous la pression de la sélection. Et tant que l'État agit de manière réactive, répondant à des schémas déjà connus, la mafia agit de manière proactive en inventant de nouveau le chiffre qui explique tout, 3,5% du PIB. Le chiffre d'affaires annuel de la Ndrangheta est de 53 milliards d'euros. Cela équivaut à 3,5% du PIB italien. Imaginez, chaque 28e euro gagné dans le pays est lié à la mafia, directement ou indirectement. Ce n'est pas un problème périphérique. C'est un parasite systémique intégré dans l'organisme même de l'économie. Mais il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit du pouvoir que cet argent achète. Politiciens, juges, policiers, entrepreneurs, des milliers de personnes dont la loyauté a été achetée ou intimidée. Une machine administrative qui n'opère pas selon la loi mais selon les intérêts des clans. Un environnement social où la mafia n'est pas une exception, mais la norme. Changer tout cela est impossible uniquement par des arrestations. Cela exige une restructuration de toute la société, une économie qui offre une alternative à la criminalité, une éducation qui forme des citoyens, non des sujets, une culture qui valorise la loi au-dessus des lois d'honneur. Mais une telle transformation prend des décennies, et la Ndrangheta n'attend pas. Femmes et jeunes, où passe la ligne de faille? S'il y a un espoir de victoire sur la Ndrangheta, il est lié à 2 groupes, les femmes et les jeunes. L'augmentation du nombre de femmes repenties de 10% à 28% en 5 ans n'est pas une fluctuation statistique. C'est le signe d'une profonde crise d'identité de l'organisation. Des femmes qui, toute leur vie, ont maintenu l'omerta, commencent soudainement à parler. Pourquoi? Parce qu'elles sont fatiguées. Fatiguées de la violence, de la peur, de la vie dans l'ombre, fatiguées d'enterrer mari, fils, frère, fatiguées de voir leurs enfants entraînés dans un cycle
infini de sang et de vengeance. Pour les hommes, le code d'honneur est une identité. Pour les femmes, c'est souvent juste une prison. Et quand la prison devient insupportable, elles choisissent la liberté, même si le prix est la perte de tout. Les jeunes, c'est une autre histoire. La génération qui a grandi avec Internet et la mondialisation voit un monde plus vaste que les montagnes calabraises. Ils savent que la vie peut être différente. Ils voient comment leur père à Milan, Londres, New York construisant des carrières sans tuer ni voler. Et de plus en plus souvent, ils se posent la question qui était impensable pour leurs grands-parents. Et pourquoi ? Mais la tentation est grande. La mafia offre ce qu'aucun État ne peut donner, respect immédiat, argent facile, sentiment de pouvoir et d'appartenance. Pour un jeune d'un pauvre village calabrais où le chômage est à 40%, le choix entre un travail à 800 € par mois, si l'on a la chance d'en trouver un, et une affaire qui en rapporte 5000 n'est pas un dilemme moral. C'est une question de survie. L'État contre la Senta. Qui remporte le marathon? Si l'on considère la lutte contre la 'Ndrangheta comme une guerre, l'État est en train de perdre. Mais ce n'est pas une guerre, c'est un marathon. Et dans un marathon, ce n'est pas la vitesse qui compte, mais l'endurance. La question n'est pas de savoir si l'on peut vaincre la 'Ndrangheta demain. La question est de savoir si dans 50 ans, en Calabre, il y aura une économie normale, des institutions fonctionnelles, une société où la loi signifie plus que les liens du sang. Au cours des 30 dernières années, l'État a remporté des succès. La confiscation des biens est devenue un outil réel. La coopération internationale fonctionne. Les programmes de protection des témoins ont sauvé la vie de centaines de repentis. Les parquets spécialisés ont accumulé expérience et compétences. La jeune génération de policiers et de procureurs a grandi dans cette guerre. Ils connaissent l'ennemi de l'intérieur. Mais la 'Ndrangheta évolue aussi. Elle devient plus légale, plus numérique, plus globale. Dans 20 ans, elle pourrait ne pas disparaître, mais se dissoudre dans l'économie légale, devenant indiscernable des corporations normales. Est-ce une défaite ou une victoire ? Cela dépend de la façon dont on définit l'objectif. Si l'objectif est de détruire l'organisation, c'est un échec. Si l'objectif est de transformer un empire criminel en une activité légale, c'est un succès. Certes discutable, mais un succès. Leçon pour le monde. Quand l'ignorance devient complicité. L'histoire de la 'Ndrangheta n'est pas seulement l'histoire de la Calabre. C'est un avertissement pour le monde entier. Le crime organisé prospère là où l'État tourne le dos, la société se tait et les élites ferment les yeux. La Calabre a été oubliée par Rome pendant des décennies. Et dans ce vide de pouvoir a grandi un empire qu'il est maintenant impossible de détruire. Aujourd'hui, la même chose se produit dans des dizaines de régions du monde. Des territoires pauvres et déprimés où l'État n'est présent que sur le papier, où les jeunes ne voient pas d'avenir, où le crime est le seul ascenseur social fonctionnel. C'est de tels endroits que naissent de nouvelles 'Ndrangheta. Peut-être pas avec des noms italiens, peut-être sans rituels religieux, mais avec la même structure. Lien de sang, code du silence, un mélange de violence et d'entrepreneuriat, capacité à s'adapter à toutes les conditions. Les combattre uniquement par des méthodes de force est inutile. C'est comme traiter le cancer avec de l'aspirine. Les symptômes s'atténuent temporairement, mais la maladie progresse. Le vrai traitement exige l'élimination des causes. Pauvreté, chômage, manque de perspective, faiblesse des institutions. Mais c'est long, coûteux et politiquement désavantageux. Il est beaucoup plus facile d'organiser des arrestations retentissantes et de signaler des victoires. Et ensuite, de s'étonner que rien ne change. Conclusion. Invaincu, mais vulnérable. Peut-on vaincre la 'Ndrangheta ? Si par victoire on entend la destruction complète, non. L'organisation est trop profondément enracinée dans l'économie et la société, elle s'adapte trop bien. Elle est trop décentralisée pour être détruite par un seul ou même une série de coups. Ce n'est pas un serpent à une seule tête. C'est une hydre aux milliers de têtes, dont chacune peut repousser. Mais la victoire est possible, si on la définit différemment. Non pas la destruction, mais la transformation. La transformation d'un empire criminel en structure légale. La rupture du lien entre les nouvelles générations et les anciennes traditions. La création d'alternatives économiques, sociales, culturelles, qui rendent la mafia inutile. Cela est en train de se produire, lentement, douloureusement, avec des reculs et des défaites. Mais cela se produit. Chaque repenti est une fissure dans le mur de l'omerta. Chaque chef condamné est un message que l'impunité n'est pas absolue. Chaque entrepreneur qui refuse de payer le pizzo est un acte de résistance. Chaque jeune Calabrais qui choisit l'université au lieu du clan est une victoire sur le code du sang. La 'Ndrangheta est invincible en tant que monolithe, mais elle est vulnérable en tant qu'idée. Et la bataille se livre précisément pour les esprits et les cœurs de la nouvelle génération. S'ils choisissent la liberté au lieu de la valeur, la loi au lieu de l'omerta, l'avenir au lieu du passé, la mafia se dégénérera progressivement. Elle ne disparaîtra pas complètement, mais cessera d'être un État alternatif. Cela prendra non pas des années, mais des décennies. Peut-être un demi-siècle, mais il n'y a pas d'autre voie, car une guerre de force avec une organisation basée sur des liens de sang et des traditions séculaires
est une guerre que l'on ne peut pas gagner, mais une guerre d'idées, de valeurs, de perspectives. Cette guerre-là, on peut la gagner si l'on ne baisse pas les bras, si l'on ne se détourne pas, si l'on se souvient que le prix de la défaite n'est pas seulement le contrôle de la mafia sur la Calabre. Le prix est l'avenir de l'état de droit dans un monde où les frontières sont floues et le crime est devenu mondial. L'histoire de la 'Ndrangheta, des brigands de montagne du 19e siècle à la corporation transnationale du 21e, est l'histoire de la façon dont l'adaptation et l'évolution triomphent de la force. Mais c'est aussi l'histoire de la façon dont l'entêtement et la cohérence de quelques personnes, des procureurs comme Nicolas Gratteri, des repentis comme Maria Conchetta Cacciola, des activistes comme les membres de Libera, peuvent s'opposer à un empire. La victoire n'est pas inévitable, mais elle est possible. Et tant que quelqu'un se bat, l'espoir vit, parce que la véritable bataille ne se livre pas dans les salles d'audience et non dans les rues de la Calabre. Elle se livre dans la conscience de chacun qui doit choisir, accepter la mafia comme une inévitabilité ou refuser de vivre dans un monde où le sang et la peur gouvernent au lieu de la loi et de la justice. Ce choix déterminera non seulement le destin de la 'Ndrangheta, mais aussi le destin de nous tous.